Bonjour à tous, belle lumière, j'espère que vous allez bien. Voilà déjà quelques jours que je n'ai pas publié de vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de ce magnifique tarot qui n'est pas qu'un tarot d'ailleurs, puisque vous le voyez, vous avez à l'intérieur de ce magnifique coffret le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe qui sont tous les deux une création de Florence Magnin aux éditions Nesty Weken. Voilà, et on en parle tout de suite. Alors vous allez le voir dans ce coffret, vous avez deux magnifiques tarots et du coup vous avez beaucoup de cartes puisque vous avez 2 fois 78 cartes. Ce qui veut dire que vous pourriez en plus mélanger les deux jeux. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi il est possible de le faire. Et puis surtout, comme dirait Hugues de la chaîne Saint-Cide, coucou à Hugues d'ailleurs si tu passes par là, eh bien vous aurez entre les mains du coup un magnifique tarot grimoire. Alors voici comment s'ouvre la boîte. Vous voyez avec l'intégralité de la boîte qui s'ouvre comme ceci. Là vous avez le petit livret, enfin le livret dont on va parler tout de suite. Ici vous avez des magnifiques gravures. Regardez. Alors je regarde qu'il n'y ait pas de brillance comme d'habitude. Voilà, on va la laisser là. Il y en a une deuxième. Hop là. Je vais y arriver. La voici. Magnifique aussi avec ses fées et ce dragon. Et cette princesse là qui est en train de prendre du temps autour des fées, on va dire des espèces de lutins, voilà, il y a un petit peu des gnomes, un petit peu tous les êtres de la nature qui sont autour d'eux. Voilà, et ici, dans ce coffret, eh bien, vous avez les deux tarots dont on va parler tout à l'heure. Donc ici, vous avez le dos, celui-ci, c'est le labyrinthe, et celui-ci, c'est celui de la Marelle. Mais on les détaillera tout de suite après. Donc voilà, vous pourriez, si vous le souhaitez, enlever les écrins. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez qu'ils s'enlèvent très bien. Et puis surtout, très pratique. C'est un écrin qui empêche vraiment les cartes d'aller dessous. Vous savez, quand les cartes se glissent dessous, là, non, mais c'est ça, par contre, c'est pas possible pour moi. C'est juste pas possible. Parce que du coup, vous êtes toujours en train de courir après les cartes, hein, vous l'aurez compris. Donc, on va un petit peu regarder ce que nous avons sur la boîte. Alors, vous voyez de magnifiques illustrations. Ici, vous avez le début du jeu enfin, une partie des cartes du jeu de la Marelle, puisque vous voyez que ça peut représenter des magnifiques paysages. Mais tout ça, l'auteur vous l'explique dans ce livret. Là, voilà les côtés de la boîte. Ici aussi, vous avez des illustrations. Encore ici, vous avez une continuité. Et ici aussi. Voilà. Et au dos, donc on vous parle. Grâce à ces deux jeux de tarot, vous vous apprêtez à pénétrer dans des univers fantastiques. Alors, le tarot de la Marelle vous offrira une interprétation haute en couleurs du tarot de Marseille, alors que le tarot du labyrinthe vous fera voyager au cœur du labyrinthe mythologique. D'une incomparable richesse, ces deux tarots se complètent, se mélangent et vous ouvriront les portes de l'imaginaire foisonnant de Florence Magnin. Donc vous avez, vous l'aurez compris, 2 fois 78 cartes, un livret couleur de 172 pages et 2 tirages d'art en format A5. Ce coffret est donc, comme je vous l'ai dit, aux éditions nestyweken.com qui se trouve à Aix-en-Provence. D'ailleurs, j'ai été étonnée de voir qu'ils étaient pas loin de chez moi. Hein. Moi, je dois être à quoi 10 km de Aix-en-Provence. Et donc, c'est un coffret qui est au prix de 45 €. Voilà. Alors, on a déjà détaillé la boîte. On va regarder un petit peu maintenant ce qui se passe dans ce magnifique livret. Alors, je vais essayer de faire une vidéo assez claire, concise et en même temps pas trop longue pour pas qu'elle soit imbuvable parce que parfois, lorsque c'est trop long, moi je sais que quand les vidéos sont trop longues, parfois j'y arrive pas jusqu'au bout, je perds le fil.
Donc, de toute façon, allez, on y part. Voilà, vous avez les éditions Nesty Weken qui sont au cours Mirabeau d'ailleurs à Aix-en-Provence. Pour ceux qui connaissent Aix-en-Provence. Donc vous avez une petite histoire sur le tarot de la Marelle dont le premier a été réalisé en 1994 par François Nedelec qui a donc créé ce magnifique donc tarot. Ensuite, eh bien, là, l'auteur vous explique comment elle en est venue à faire le tracé de la Marelle, enfin le tarot de la Marelle. Donc, vous vous apprêtez à découvrir le premier des 2 tarots de Florence Magnin. Ce jeu se distingue par son attachement à la tradition du tarot de Marseille. Donc, vous allez voir qu'il est vraiment sur le traditionnel tarot de Marseille, puisque ici, vous reconnaissez le mat, le battleur, etc. Vous avez même les suites comme ceci, mais pas que. On va découvrir ensemble, vous allez voir. Ce jeu se distingue par son attachement à la tradition du tarot de Marseille, donc au travers de ses codes, sa symbolique, ses couleurs, évidemment. Donc ça va être un excellent outil pour tous les cartomanciens, débutants ou pas d'ailleurs, qui pourront se servir de ce tarot, parce que je trouve en plus que Florence Magnin a vraiment expliqué les cartes avec un langage à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça ne concerne pas que les érudits du tarot et ceux qui connaissent le langage. C'est vraiment adapté à tout le monde, et vous allez voir, hein, parce qu'on va en regarder quelques-uns, vous allez voir, j'aime beaucoup la façon dont elle parle du tarot, enfin en tout cas des lames. Voilà, et comme c'est un tarot qui a été bien pensé en plus, vous allez voir que les 22 arcanes majeures, vous allez pouvoir donc le tarot a été pensé justement pour utiliser ce tarot au travers le parcours du jeu de la Marelle, et il va s'articuler autour d'un axe. C'est que vous allez pouvoir associer chaque carte par 2, par 4, ou voire plus si cela vous intéresse. Donc on est vraiment sur une sorte de voyage initiatique avec ce tarot. Ensuite, vous avez les cartes de la Marelle que vous voyez ici. Donc là, vous avez le tracé, ce qu'elle appelle le tracé de la Marelle. Et ici, vous avez les 78 cartes. Ici, vous reconnaissez bien entendu les 22 majeures. Ici, vous avez les cartes de cour. Et ensuite, vous allez reprendre chaque carte, donc avec la symbolique, vous l'aurez compris, du tarot de Marseille, sauf pour l'As, qui a été illustré. Et également, les cartes de cour, mais jusque-là, tout est normal. Voilà, vous avez la même chose pour toutes les suites. Donc, ce tarot a vraiment été conçu pour un chemin initiatique. Vous l'aurez compris, déjà, le tarot de base, c'est un véritable chemin initiatique, mais avec celui-ci, encore plus, puisque vous allez le voir, vraiment, il y a vraiment une suite dans toutes les cartes. Alors, là, on vous donne par exemple quelques pistes de lecture, à commencer par les 3 chemins horizontaux. Donc, vous avez la ligne du dénuement, avec l'ermite, l'amoureux, la maison Dieu, l'arcane sans nom. Donc, aligné dans cet ordre, on note clairement une continuité dans le paysage et dans le décor formé par le ciel, vous le voyez. Au début, bleu nuageux, et puis après, il s'assombrit de plus en plus pour annoncer le crépuscule, puis la nuit. Ensuite, vous avez la ligne de l'assurance, qui est ici. Puis le chemin central, où là, vous en avez beaucoup plus, parce que vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont alignés. D'accord? C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure quand on a regardé la boîte, c'est celui-ci. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors, vous reconnaîtrez... Oui, non, c'est bon, il n'y en a plus. Vous reconnaîtrez à chaque fois ce sigle, on va dire ce logo, comme vous le voulez, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. C'est le sceau de la Marelle. Donc, il n'y a que 10 cartes qui ont ce sceau. Et vous verrez que ce sceau est repris également dans le tarot du labyrinthe. Ensuite, on vous parle ici de la division verticale, la partie gauche, la partie droite, les groupes de 4 cartes. On vous parle des notables, on vous parle des astres, on vous parle des désastres.
hein, puisque là on va parler évidemment dans les désastres, vous l'aurez compris, vous avez la tour, vous avez l'arcane sans nom, vous avez le diable, etc. Les figures populaires. Et ensuite, les couples de cartes qui sont très très importants, et ça c'est très bien qu'elle en parle, puisque là par exemple, on va parler du couple la grande prêtresse et le grand prêtre. Et d'ailleurs, pour vous parler de ça, tiens, j'avais envie de vous donner un exemple, puisque là vous voyez, vous avez l'autre couple, l'impératrice et l'empereur. L'autre jour, j'ai fait une guidance pour une personne. Et avant de rentrer dans le vif du sujet de la guidance, je prends toujours un tarot. Alors, c'était pas celui-là du tout. Je prends toujours un tarot et je regarde l'ambiance générale du tirage. D'accord? Donc, je tire 2 cartes pour l'ambiance générale et je tire l'impératrice et l'empereur qui, comme vous l'aurez compris, sont un couple, d'accord? Et elles ont été tirées exactement dans ce sens. D'abord l'impératrice, ensuite l'empereur. Et instinctivement, d'après mes ressentis bien entendu, je dis à la personne, pour moi il y a 2 couples qui se tournent le dos actuellement, qui ne sont plus en phase, un couple donc marié hein, bien sûr, mais qui pour moi ne se regarde plus en ce moment. Et effectivement, il y avait véritablement un problème dans le couple. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si vous ne connaissez pas la personne. Je vous donne un exemple basique pour vous faire comprendre. Mais vous voyez que vraiment, avec les cartes de couple, on peut vraiment avoir de belles interprétations, quoi. Hein. Voilà. En plus, vous voyez que ce couple, ils ont tous les deux un sceptre, ils ont aussi le, comment ça s'appelle l'espèce de bouclier, là, c'est pas un bouclier. Bon, vous l'aurez compris, en tout cas, il y a toutes les armoiries qui sont représentées sur ces 2 cartes. Ensuite, vous avez la lune et le soleil. Vous avez l'étoile et le jugement, vous avez l'ermite et l'amoureux. Et tout ça, on va vraiment tout vous détailler. Donc, vous voyez que vous avez encore plus de détails que dans un tarot traditionnel. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, ce tarot est très, très riche. Le battleur et le monde, la grande prêtresse et le jugement, l'impératrice et le soleil, donc on va encore plus loin. L'empereur, la lune, le grand prêtre et l'étoile. Alors, je vous avoue, là, à ce niveau-là, j'ai pas tout lu. Parce que c'est tellement riche que j'ai pas pu tout lire. Hein. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai reçu. Je me suis dit, je vais quand même me concentrer dessus pour leur en parler. Mais toute cette partie ici, là, des couples, tout ça, j'ai pas eu le temps de le lire. Ensuite, on va parler de la symbolique des cartes des arcanes majeurs avec les figures, les attributs, les couleurs. On vous fait un petit rappel hein, ici, puisque si vous connaissez le tarot, évidemment, vous le savez déjà. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, et tous les... comment dire, peut-être les débutants qui ont envie de l'utiliser. Donc, vous voyez que vous allez vraiment avoir beaucoup, beaucoup de choses pour apprendre. Et puis, ici, à partir de là, vous avez chaque carte représentée. Alors, vous l'aurez compris, le mat, elle l'a mis en carte 22, donc elle sera prête. Donc, vous avez tout d'abord le battleur qui est ici. Je vous invite, avant d'aller regarder la signification, peut-être de vous inspirer de la carte, d'aller regarder toutes les symboliques qu'il y a, ce qu'il y a sur la table, le chapeau en forme de 8, les couleurs, vous voyez qu'on n'a pas les mêmes couleurs sur chaque pied, vous voyez qu'on dirait qu'il y a que 3 pieds, mais on dirait que le 4e pied, c'est sa jambe. Voilà, il y a plein de choses que vous allez pouvoir étudier sur une carte de tarot, hein, n'oubliez pas ça. Donc ici, on vous fait un petit détail sur le battleur avec ensuite sa signification à l'endroit et à l'envers, vous l'aurez compris. Voilà, donc on va passer toutes les arcanes majeures. Vous voyez que là, nous avons le mat. Ensuite, on passe aux cartes mineures. Donc avec les figures et les numérales, pardon. Minérales, c'est pas pareil, Christine, hein, c'est les minéraux. Numérales, hein, c'est les numéros. Celles qui sont numérotées, évidemment. Et puis, on commence avec les deniers et les figures de cour. Et ensuite... Alors, je sais plus... Ah, voilà, c'est ça. Vous l'aurez remarqué ici, vous avez le roi, vous avez la reine,
vous avez le cavalier et le valet de denier. Normalement, ils sont dans l'autre sens. Je ne sais plus où je l'ai lu, mais effectivement, ça a été inversé volontairement. Hein. Voilà, ensuite, vous avez chaque petite carte numérale qui sont détaillées. On fait la même chose pour les épées, les bâtons et les coupes. Et puis, on va passer maintenant au tarot du labyrinthe. Donc là, on est libéré de l'influence du tarot de Marseille, puisque là, l'artiste n'a pas été obligé de se conformer avec ce tarot, vraiment à la symbolique du tarot de Marseille. Et au contraire, elle a été très très loin dans... Comment dire? Alors, il y a un petit rapport quand même, hein, vous le verrez. Il faut aller rechercher l'essence de la carte et du personnage qui est sur chaque carte. Mais ici, Florence est allée vraiment travailler ce tarot complètement différemment. Alors dans ce tarot, donc Florence s'est exclusivement inspirée de la mythologie, chère à son cœur, hein, c'est un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Et là on vous dit, donc la particularité du tarot, c'est que l'ordre des figures change, le valet précède le cavalier, l'ordre des couleurs est différent de celui de la marelle. Vous avez l'explication aussi des arcanes mineurs qui commencent par les épées et s'achèvent par les deniers, alors que c'est pas comme ça pour la marelle. Et les couleurs ne sont plus associées à une saison, mais à un dédale et à un élément, ainsi qu'à une famille des arcanes majeures. D'accord? Donc par exemple, les épées sont associées au dédale minéral et au feu, ainsi qu'aux 4 personnages du labyrinthe. Les bâtons sont liés au dédale végétal, à la terre donc, ainsi qu'au quatuor féminin. Les coupes sont rattachées au dédale aquatique et donc à l'eau, avec les 4 figures des enfers. Et les deniers, qui est le dédale cosmique, qui va être rattaché à l'air, sous la forme du cosmos, ainsi qu'aux 4 personnages de l'Odyssée. Voilà. Donc, du coup, vous l'aurez compris, on a une inversion avec également le... Ah, je trouve plus mes mots. Avec Ici, la terre et l'air, d'accord? Voilà. Et le feu d'ailleurs. Et le feu et la terre aussi ont été inversés, hein, puisque l'air, normalement, c'est les épées, le feu, c'est le bâton, et la terre, c'est les deniers. D'ailleurs, est-ce qu'elle l'explique là? Qu'est-ce qu'elle nous dit? La symbolique des arcanes majeures. Non, je voudrais d'abord... attendez, on va voir, parce que je ne sais plus si je l'ai lu. Non, on est dans les couples. Donc le chemin initiatique, je ne sais plus si elle le dit. La symbolique des arcanes majeures. C'est les symboliques des arcanes mineurs que je voudrais. Voilà. Denier, argent, réussite, carte favorable. Épée, action, intelligence. Bâton, entrain, chance, carte globalement favorable. Donc là, elle va vous parler des cartes favorables ou des cartes non favorables. Mais elle ne nous reparle pas ici de la symbolique avec les éléments. Bon, c'est pas grave. Alors, comme dans l'autre, on reprend ici... non, elle n'a pas fait le parcours du tarot. Mais ici, vous avez les 78 cartes. Et donc, la petite différence, comme vous pouvez le voir, c'est qu'ici, vous avez quelques cartes qui sont, on va dire, inspirées du tarot de Marseille. Mais certaines cartes ont été... faites différemment, hein, elles sont illustrées, voilà. Alors, comment intégrer ces nouvelles cartes à votre tirage? Étant donné que les 2 tarots partagent le même dos, vous l'avez pu le constater, il est ici, il vous est tout à fait possible de mélanger tout parti des 2 jeux. Si vous souhaitez procéder à un tirage plus riche, vous pouvez ne sélectionner que les arcanes majeures de la marelle et du tarot du labyrinthe afin de composer une main de 44 cartes, par exemple. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de mélanger tous les jeux complets. Vous pouvez choisir les cartes que vous voulez garder. Ah voilà, vous voyez que je cherchais le plan, c'était le plan, le nom du plan.
Parce que tout à l'heure, c'était à l'envers. Sur celui de la marelle, on parlait d'abord du plan et ensuite on parlait des cartes. Mais là, elle a fait le contraire. Ensuite, on va parler évidemment de la symbolique des cartes. Donc, on va représenter ici, dans la première série, qui est dans le labyrinthe. Donc, vous avez les premières séries. Donc, vous avez Dédale, Ariane, Thésée, pardon, et le Minotaure. Donc, le premier, c'est dans le labyrinthe. La seconde série, c'est le quatuor féminin. Donc évidemment, vous avez 4 femmes, avec, enfin femmes si l'on veut, hein, le sphinx, l'arachné, la harpie et la méduse. Ensuite, vous avez les enfers, avec Cerbère, Charon, Orphée et Eurydice. Et puis l'Odyssée avec Ulysse, Circé, la Pythie, l'astrologue. Et la 5e série, je crois qu'il y a une figure supplémentaire, il me semble. On a le dédale minéral, le dédale végétal, le dédale aquatique, le dédale cosmique intérieur et le guide. Voilà, c'est ça. On a une carte supplémentaire. C'est-à-dire que pour tous les autres, à chaque fois, on en a 4 de cartes. Et dans la 5e série, vous en avez 5. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. 1, 2, 3, 4. Et dans le dernier, 6. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4. De toute façon, vous les avez là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec cette continuité toujours dont on a parlé tout à l'heure. Alors, à la fin, vous avez des méthodes de tirage, dont une que je me suis inspirée. Alors, vous avez le tirage en croix, traditionnel, le tirage à 2 cartes. Ici, vous avez le tirage de la marelle, qui est un tirage de François Nédélec, qui se fait en 8 cartes, qui est très intéressant je trouve puisque je l'ai testé. Et ensuite ici, eh bien, vous avez toute la table des matières. Voilà. Donc vous le voyez, un tarot très 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 riche en symbolique, en texte, en couleurs. Évidemment, vous l'aurez compris aussi, le labyrinthe, il ne faudra pas le prendre comme un tarot traditionnel, puisque vous avez vu qu'il y avait certaines choses qui pouvaient vous perturber, notamment au niveau des éléments. Et petite particularité aussi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup, les couleurs ne sont plus associées à une saison, mais à un dédale, à un élément, ainsi qu'à une famille des arcanes majeures. C'est pour ça que je vous ai dit, par exemple, les épées sont associées au dédale minéral, au feu, ainsi qu'aux 4 personnages du labyrinthe. Donc à chaque fois, ils sont rattachés à la série dont je viens de vous parler. Hein, puisque je vous en ai parlé, je vous ai dit, on commence par la série dans le labyrinthe. Eh bien, dans le labyrinthe, c'est rattaché aux cartes des épées. Voilà. Donc beaucoup de choses à lire dans ce tarot. C'est pour ça que je ne peux pas vous en parler en 5 minutes. Pour ça aussi que j'ai attendu pour vous en parler, parce que je voulais vraiment l'étudier à fond. Mais après je me suis dit, bon, peut-être que je vais leur en parler avant. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du symbole de la marelle. Vous l'avez ici, sur les deniers. Il est représenté sur tous les deniers. D'ailleurs, sûrement qu'elle doit le dire. Alors, s'éloignant de leur symbolique traditionnelle liée à l'argent et au plan matériel, les deniers du tarot du labyrinthe prennent une toute autre signification et sont marqués par une très forte présence de la magie, de la divination et de l'univers dans son ensemble. D'ailleurs, les écus eux-mêmes sont remplacés par des planètes, sauf pour les cartes numérales. À l'image des 4 arcanes majeures de l'Odyssée auxquelles elles sont apparentées, les cartes de deniers évoluent dans un environnement magique lié à l'ésotérisme et à la lecture de l'avenir, comme la Pythie, Circé, l'astrologue. Les deniers sont rattachés aux cartes du dédale cosmique, mais aussi à l'air, à travers les planètes, le cosmos et les étoiles. Voilà. Donc oui, c'est sûr, ça peut être un peu perturbant, mais pour moi, je pense qu'il faut l'utiliser différemment que comme le tarot, pour pas vous perturber.
De toute façon, voilà. Alors, on va les regarder déjà, parce que je pense que c'est déjà intéressant de regarder comment sont les cartes. Donc, on va commencer par le tarot traditionnel, qui est celui de la marelle. Voilà. Alors, vous avez ici le battleur. Alors, les cartes, parlons-en. Excellente qualité. On est sur une taille tarot, hein, on n'est pas sur une grande carte, vous pouvez le voir. Les dos sont identiques, c'est pour ça que vous pouvez les mélanger. Ils vous permettent une lecture inversée également, ça c'est parfait. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va évidemment sur chaque carte, même si elles ont été retravaillées, on va retrouver évidemment l'essence de l'arcane concerné. Hein, voilà, avec la position de, par exemple, de la grande prêtresse qui est la papesse. Alors c'est vrai qu'on l'a appelée la grande prêtresse, on aurait pu l'appeler la papesse. Vous avez l'impératrice, vous avez l'empereur, le grand prêtre, donc qui est le pape pour moi, l'amoureux, le chariot. Et là, vous l'avez bien compris, on n'est pas sur le Rider-Waite, puisque la justice est bien en 8. Hein, elle n'est pas en... c'est quoi déjà que c'est inversé en 11, je crois. 9, l'ermite, la roue de fortune. Donc, vous reconnaissez vraiment... ben on les reconnaît, hein. Oui, voilà, c'est inversé généralement avec la force, la justice, dans le Rider-Waite, ce qui n'est pas le cas. Par contre, vous avez vu que là, sur la force, au lieu d'avoir un lion, on a une licorne. Notre ami le pendu, l'arcane sans nom, tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile. Je vais essayer de ne pas faire de brillance parce que je vois qu'il y a une légère brillance. Alors elle est où? La lune. Le soleil. Vous voyez que sur le soleil, on repère également le symbole de la marelle. Le jugement. Le monde. L'as de bâton. Donc là, on est sur le tarot traditionnel. 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton. Alors, il y a, je ne sais plus la méthode pour les reconnaître quand... parce que là, c'est pas forcément évident. Vous avouerez de reconnaître quand ils sont à l'endroit et à l'envers. Alors, attendez, est-ce qu'elle avait une... Je sais plus. Je sais qu'à un moment donné, pour les... Alors, pour les deniers, c'est facile parce qu'on va se repérer à la... Vous voyez, à la petite illustration de la marelle. Donc là, on voit. Par contre, les bâtons, est-ce qu'elle nous a donné une petite astuce? Les épées, alors, elles sont à l'endroit... Il faut que je me rappelle. Les épées. Quand leur pointe est en bas, voilà. Sauf pour l'as. Mais sinon, quand leur pointe est en bas, elles sont à l'endroit. Et pour les bâtons, ce que je voulais voir... Ah ben elles n'ont qu'un seul sens, vous voyez. C'est pour ça que j'ai bien fait de regarder, parce que je vous dis, il y a vraiment beaucoup de riches choses dans ce tarot. Donc si je ne prends pas la peine de regarder, parce que je l'ai lu, mais j'en ai tellement lu que même moi j'ai oublié. Donc voilà, mais vous voyez qu'il me semblait bien qu'il y avait une petite astuce. Donc voilà, là on est donc sur les bâtons. Donc je passe, hein, parce qu'il n'y a pas forcément d'illustration à vous montrer. Ensuite, on a le valet. Mais du coup, dans le... Non, c'est ça. Je me suis trompée tout à l'heure. C'est dans le labyrinthe que le valet est inversé. Pas dans celui-ci. Il me semblait bien. Parce qu'en fait, elle les commence dans l'autre sens. Comme elle parle du roi, de la reine, du cavalier et du valet, dans la marelle, là, ils sont dans le bon sens. Hein. C'est dans le labyrinthe que le... Pour ça que je vous ai lu ça tout à l'heure, mais c'est bien dans le labyrinthe
que le cavalier est avant le valet. D'accord? Donc là, après le 10, on a bien le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on commence avec l'as de coupe, donc qui est illustré. Puis là, forcément, on repart sur nos as, enfin sur nos cartes habituelles. Voilà, puis on part sur le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe, et on passe aux as de denier. Bon, là, vous l'aurez compris, s'il est à l'envers, vous le voyez bien. Ici, c'est évidemment le symbole de la marelle à l'envers, il sera comme ça. Ensuite, donc, on a le valet, le cavalier, la reine, le roi, l'as d'épée. Donc, la pointe est en haut, c'est ce qu'on vous disait, mais quand il est à l'envers, vous le repérez facilement. Donc, par contre, là, elles sont à l'endroit pointe en bas, à l'envers pointe en haut. Donc là, il y en a une qui a la pointe en haut, mais ça, c'est à l'envers. Voilà, puis on passe au valet d'épée, cavalier, reine et roi. Voilà, ça c'était donc celui de la marelle. D'accord, on va le mettre de côté. Maintenant, on va passer, on regardera tout à l'heure un petit peu certaines associations dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on passe sur celui du labyrinthe. Donc on passe tout d'abord avec la série dans le labyrinthe. Vous l'avez compris, avec 4 cartes, Dédale, Ariane, Thésée et le Minotaure. D'accord? Voilà. Qui, lorsque vous les mettez comme ceci, ont une continuité au niveau des décors. Voilà. Bon, il y a la marge, donc on le voit un peu moins, mais ça se voit quand même. Hein, parce que là, vous avez la suite du bureau ici, la suite de la corde ici, également de la fosse. Voilà. Donc ici, c'est dans le labyrinthe. Ensuite, on passe à présent au quatuor féminin avec le sphinx, Arachné, la harpie et Médusa. Enfin, la méduse si vous préférez. Voilà. Là, pareil, continuité. Alors, je ne peux pas vous montrer. Hop, voilà. Ensuite, on va passer à la 3e série, qui est les enfers avec Cerbère, Charon, Orphée et Eurydice. Alors, pourquoi les enfers? Je vais vous en parler 2 minutes. Les couleurs sombres de ces 4 cartes ne représentent pas tant la nuit que le monde souterrain, puisque cette 3e frise se déroule aux enfers. Même si la forêt est omniprésente, comme on peut le voir en arrière-plan, c'est l'eau qui est attachée à ces 4 éléments. Vous la voyez ici. D'accord? Qui est attachée à ces 4 cartes, pardon. Tout comme elles sont elles-mêmes reliées au dédale aquatique et donc aux coupes. On en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, au vu de la thématique, c'est l'Achéron ou le Styx, l'un des fleuves des enfers que les 4 personnages sont en train de traverser. La scène qui se déroule devant vous est tragique. Alors qu'il descend aux enfers pour chercher sa femme Eurydice, nous savons qu'Orphée ne parviendra jamais à la ramener auprès des vivants.
Donc après, il faut connaître, mais Christine, tu ne sais plus parler français, il faut connaître l'histoire, évidemment, d'Eurydice et d'Orphée, mais tout ça, c'est expliqué dans le livre. Hein. On vous parle à chaque fois de chaque personnage. Et après, quand vous comprenez l'histoire du personnage, eh bien, vous arrivez à comprendre, par exemple, Orphée, à l'endroit qui va parler d'amour, de solidarité, de courage, d'audace, parce qu'il va essayer de sauver Eurydice. D'accord? Par contre, à l'envers, il peut être des prises de risque, un manque de réflexion. Eurydice, quant à elle, à l'endroit, va nous parler de romance, d'espoir, d'optimisme, de discrétion d'une personne réservée. Et à l'envers, la fin d'une relation, une déprime, une dépression, le désir ou l'apathie. Voilà. Donc, vous voyez qu'après, quand vous lisez et que vous connaissez l'histoire, vous arrivez vraiment à comprendre l'essence de la carte. Donc ça, c'était les enfers. On passe à l'Odyssée maintenant, avec Ulysse, Circé, la Pythie et l'astrologue. Donc là, on est en intérieur. Donc ici, ce sont des voyageurs ou des chercheurs qui aspirent à de grandes découvertes ou de grands voyages. D'accord? Et là, on a dit que la 4e série est donc reliée au denier et au dédale cosmique. Voilà. Ensuite, on va passer, vous avez vu qu'il y a toujours une continuité dans le dessin. On passe à la 5e série où on a tous les dédales représentés avec le dédale minéral. Je vais essayer de faire de la place, sinon on va pas y arriver. Il y en a 6. Le végétal, l'aquatique, le cosmique, l'intérieur et on a le guide. Je vais le mettre là. Même si c'est la continuité normalement là, vous n'allez pas le voir hein, si je le mets là, donc ça sert à rien. Donc c'est quoi? Rompant du verbe rompre. Avec les précédentes séries, cette dernière famille est composée non pas de 4 mais de 5 cartes placées côte à côte. Le dégradé des couleurs de ces cartes est tout simplement saisissant. Dans ces décors imposants, la place occupée par les explorateurs semble anecdotique. Toutefois, le chemin long et périlleux qui attend les visiteurs est toujours récompensé par le symbole de la marelle que vous voyez ici dans le cosmos, qui se manifeste dans le ciel comme une évidence ou plus subtilement dans les membres d'une créature fantastique ou dans l'architecture d'un lieu. Alors, je l'avais vu, vous l'avez ici, je ne sais pas si vous le voyez ici, sur l'arbre, et je l'avais vu ailleurs aussi. Bon, en fait, c'est un véritable jeu de pistes, puisqu'il faut chercher les symboles, et ça, c'est génial, moi j'adore. Et par contre, le guide, eh bien, ça va être la carte supplémentaire. Assis sur une souche posée sur des rochers flottants, ce jeune berger donne l'impression de nous attendre paisiblement. Armé de sa lanterne et de son bâton de pâtre, il est le guide. Celui qui connaît le chemin. Et on a l'impression en fait qu'on finit avec lui, donc quelque part il nous attend pour vérifier un petit peu, pour voir avec nous. Enfin c'est comme ça que je le ressens en fait, pour faire un petit bilan de ce chemin qu'on vient de parcourir justement. Vous voyez ici encore à nouveau le symbole de la marelle. Alors son jeune âge détonne avec la détermination et la malice que l'on peut lire dans son regard, sans doute induit par sa nature féerique. Symbole de son rôle de passeur, les 5 éléments et les 4 couleurs du tarot sont présents autour de lui. Dernière carte des arcanes majeures et du chemin du labyrinthe, le guide revêt une symbolique proche de celle du mât du tarot de Marseille. Solitaire mais omniprésent, il guide chacun dans son travail d'introspection personnelle. Il met également en garde contre l'égarement et la peur de l'inconnu. Donc vous voyez, en mots clés, vous avez pérégrination, expédition, cheminement, parcours initiatique, évolution, réflexion, introspection. Et moi, ça me fait vraiment penser, on arrive au bout du chemin là et on fait en quelque sorte cette introspection pour voir où on en est.
Alors, ça, c'était la cinquième série. On passe maintenant aux mineurs. Alors, on a l'as de bâton. Alors, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, bon, par contre, vous voyez que là, on commence par les bâtons, alors que dans l'interprétation, on commence par les épées. Je vais aller donc au bâton. Donc, elles n'ont qu'un sens, un seul sens là aussi, hein, pour uniquement les cartes numérotées, enfin les cartes numérales si vous préférez. Hormis l'as de bâton, puisque lui, vous allez pouvoir le lire en inversé. Enfin, j'imagine, hein, on va voir tout de suite. As de bâton à l'endroit, oui, et à l'envers. Par contre, les suivantes, non. Le 3 de bâton, oui, on va pouvoir le lire à l'endroit et à l'envers. Le 4, non. Le 5 non plus. Le 6. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Le 10. Le cavalier. Le valet, donc vous voyez que c'est inversé. La reine et le roi. Alors, je fais une petite pause ici pour juste vous dire quelque chose. Vous allez constater dans le livre que les interprétations qui sont données aux cartes numérales, on va reprendre par exemple le 10. Non, c'est pas le 10, celui-là c'est le 9, pardon, puisque le 10 c'est une illustration. Donc vous avez le texte ici, est associé au développement intérieur, etc. Et vous allez voir que dans celui de la Marelle, où sont mes bâtons? Le 9 de bâton est associé au développement intérieur. Donc les interprétations des bâtons des cartes numérales bâtons, enfin des suites dans la Marelle et dans le labyrinthe sont les mêmes. Donc vous voyez que vous pourriez prendre qu'une seule catégorie. Ça, c'est à vous de décider ensuite, hein, vraiment. Donc ensuite, où j'en étais, roi de bâton, on va repartir, on va reprendre le fil, on passe à l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, nous avons le 10, le cavalier, le valet, la reine, le roi. On passe aux as, et là on est dans le cosmos, hein, vous le reconnaissez. Hein. Si jamais vous avez besoin de vous aider, vous le repérez quand même. Vous voyez qu'ici on est vraiment un rapport avec l'eau, et ici du coup on passe dans le cosmos, on le voit, hein, qu'on n'est pas comme d'habitude dans la terre, ou le côté matériel. Le 7, et le 10, le cavalier, le valet, la reine et le roi. Ensuite, on passe aux as, à l'as d'épée, pardon. Et on a, pour commencer, donc celui-ci, là, le 3 d'épée. Donc là, vous voyez que du coup, on est plutôt sur la terre. Est-ce que c'était bien ça? On va vérifier, parce que même moi, je ne sais plus. Hein. Habitué à une certaine logique, on ne sait plus. On ne sait plus. Alors, les épées. Alors, les minéraux. Alors, pour connaître la symbolique des épées, nous vous renvoyons à l'explication du tarot de la Marelle en page 75. Les minerais et le feu sont nécessaires pour forger les lames. Voici la raison pour laquelle les épées de ce nouveau tarot sont des cartes souterraines et volcaniques. D'accord ? Rattachées à la symbolique du feu, elles partagent également l'univers souterrain des arcanes majeurs du labyrinthe et du dédale minéral. Donc voilà, elles sont rattachées au feu et au dédale minéral. Donc oui, vous voyez que c'est des minéraux.
par rapport à l'image, on va dire. On peut se faire un petit... un petit mémo comme ça. Non, j'essaye de vous aider et de m'aider moi-même d'ailleurs pour essayer au travers de l'illustration, de me rappeler à quels éléments on est. Vous voyez ? Ensuite, on a le 10, on a le cavalier, on a le valet, on a la reine et on a le roi. Voilà, donc là on était sur celui du labyrinthe. Hein. Donc vous l'aurez compris, associer ces deux jeux, ça vous fait vraiment un très très gros jeu pour travailler. Bon là ils se séparent, c'est normal, hein, parce que c'est deux jeux différents, mais une fois que vous les aurez mélangés, vous ne verrez plus du tout la différence. Avant qu'on les mélange et qu'on regarde, hein, parce que une fois qu'elles sont mélangées, après je ne vais plus les remettre dans l'ordre, parce que pour vous les présenter, évidemment, je ne les ai pas mélangées. On va regarder un peu les associations qu'on peut faire. Vous savez, par rapport à celui que je vous parlais tout à l'heure, alors pas celui-là, pas le labyrinthe, mais celui de la marelle. Je sais pas, par exemple, on va prendre association un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de faire, peut-être entre le grand prêtre, dont le pape, et l'étoile. Donc nous avons l'étoile et le pape, il est ici. Voilà, vous voyez qu'on est dans la nuit, dans les deux. Voilà. Je vais vous lire ce qu'il est dit. Hein, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'a fait l'auteur. Ce sont les 8 étoiles qui lient ces deux cartes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, vous avez vu les étoiles ici et les étoiles de l'étoile. Accroché au sommet de la crosse du grand prêtre, il semble y puiser sa force pour dispenser ses conseils et son savoir. Ce sont elles également qui éclairent la jeune femme de l'étoile alors qu'elle reverse l'eau de la source là où elle l'a puisée. La constellation qui réunit ces 8 étoiles semble être la source du savoir et de la sagesse et des choses cachées. Notez comme les deux scènes se déroulent de nuit. Effectivement, c'est ce que je vous ai dit. Ok, on va par exemple aller en voir un autre. Pourquoi pas. Le diable et la tempérance. Tiens, ça me dit d'aller voir. Parce que c'est assez... Alors. Ouf, je sais plus celui-là, c'est lequel? Oui, non, ça doit être celui-là. Oui, je me mélange, hein, les bâtons, je sais plus lequel est lequel. Bon, on les reconnaît parce que les décors ne sont pas les mêmes après sur les cartes. Mais bon, après, quand ils seront mélangés, c'est pas grave. Tempérance, c'est juste pour que je vous aide. Où est mon 14 14, je suis pas dans le bon sens. 14, 14. 13 et 14. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, regardez, vous voyez que les paysages sont les mêmes en arrière-plan. Voici deux cartes que tout semble opposer à commencer par leur sujet. C'est pour ça que j'ai voulu les prendre. Le diable et un ange. Ils ont tous les deux par contre des ailes. C'est la noirceur confrontée à la lumière, les créatures terrestres, scorpions, serpents, opposés aux créatures célestes, oiseaux de paradis. Donc là, vous avez les oiseaux de paradis, et là, vous avez effectivement, vous le voyez, hein, des créatures pas très sympathiques. Notez les arbres torturés du diable et ceux bien plus étroits et élancés de la tempérance. En plus de partager la forme de leurs ailes, ces deux créatures sont androgynes. Après tout, Lucifer n'est-il pas un ange déchu ? De même, il paraît évident que ces deux cartes sont liées par leur paysage aux teintes similaires et par la clarté époustouflante de leur ciel. Voilà. Voyez ? Et effectivement, je vous l'ai dit qu'il y avait une certaine ressemblance. Alors maintenant, on va en prendre un autre. Tout ça pour vous expliquer un peu comment fonctionne comment elle a fait. On va prendre le monde et le battleur. Oui, mon ami, le battleur. Il est là.
là, pareil, est-ce qu'on a... Ouais, on a des cartes aussi lumineuses. Que ce soit l'homme, le battleur ou la femme du monde, tous deux ont le visage tourné vers la gauche. Chacun tient dans la main droite un joyau gravé du symbole de la marelle. Donc elle, c'est ici et lui, c'est là. Et dans la main gauche, une baguette, sans aucun doute magique, puisque l'on peut voir ces deux extrémités en même temps. D'accord ? Les losanges jaunes sur fond bleu de leurs vêtements sont similaires. Notons également la mise en abysse des deux cartes, le château qui se trouve à gauche du monde, proche des châteaux Renaissance de la Loire en France, ressemble fortement à celui qui sert de décor au battleur. Effectivement, on voit celui-ci et ici en gros plan par contre. Dans le schéma de la marelle, ils représentent respectivement la première et la dernière carte du parcours. Ils sont l'alpha et l'oméga du labyrinthe. Pour marquer cette singularité, ils sont tous les deux placés en dehors de la marelle, voire le schéma page 6. Parti de l'étal du battleur qui, d'un geste délicat de sa baguette, nous a montré la voie à suivre, notre chemin, après une multitude de circonvolutions, nous a conduit au sommet de la colline, devant le monde, qui, tel un chef d'orchestre, nous indique de sa baguette que le voyage s'achève ici. Notez la délicatesse de la gestuelle. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer la correspondance. Alors, je voudrais aller page 6. Le schéma de la marelle. Alors, j'avoue que, heureusement que j'ai les lunettes, parce que sinon, je ne pourrais pas voir. Hein, on est d'accord ? Évidemment, le schéma de la marelle... Ah, pardon, si je ne vous montre pas à l'écran, vous n'allez pas le voir. Il ne reprend pas l'ordre des cartes telles que vous les connaissez, puisque là, vous avez l'impératrice, l'empereur, qui sont liés, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il vous disait qu'ils ne sont pas sur le même chemin, puisque là, vous avez le battleur, et là, à la fin, vous avez forcément le monde. J'essaye de reprendre ce qu'on était en train de dire. Pour marquer cette singularité, ils sont tous les deux placés en dehors de la marelle, voire schéma page 6. Donc d'accord, ils sont plus dans le chemin, ils sont en dehors. Ok ? Le chemin, c'est celui que vous voyez là, comme ça, avec ces traits qui les rejoignent. Le tracé de la marelle. Voilà, alors moi, ce que je vais faire, je vais vous le dire. Moi, je vais prendre toutes les arcanes majeures ici. Voilà. Je vais prendre, évidemment, tous les dédales qui sont ici pour faire mon petit jeu. Alors, pop, voilà. Ça, c'est... Déjà, là, vous avez un jeu, si vous le souhaitiez, vous pourriez déjà faire votre petit tirage. D'accord ? Donc, vous voyez qu'elles se mélangent très bien ensemble. Il n'y a aucun souci. Et que vous allez pouvoir vous faire déjà un petit jeu de 44 cartes. D'accord ? Alors, évidemment, comme vous ne connaissez pas les interprétations des autres figures qui ne sont pas... issu du tarot, il va falloir peut-être aller lire les interprétations. Mais à force de travailler avec... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mélangé la reine d'épée, moi. Comment je me suis débrouillée? On va l'enlever, la reine d'épée. Donc forcément, j'ai 2 reines d'épée. Donc après, vous pouvez choisir la reine d'épée qui vous plaît. Hein. Celle du labyrinthe ou celle du dédale. Ça, en l'occurrence, c'est celle du labyrinthe, normalement. Orphée, le chariot, Cerbère, Harpie, Arché, Ah, voilà, j'ai mélangé. Je ne voulais pas mélanger, j'avais mélangé des. Voilà, donc déjà, vous pourriez travailler qu'avec ces 44 cartes. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Parce que j'avais des figures des épées qui s'étaient glissées à l'intérieur. Et faire votre premier tirage comme ça.
Alors tiens, on va sortir une carte, juste pour la lire, tiens, sans poser de questions. Hop, on a Arachné. Que nous dit Arachné? Donc on est dans le labyrinthe, vous l'aurez compris. Et on fait partie du... Alors pour moi, ça c'est les 4 quatuors féminins. Oui, c'est ça. Tisseuse hors pair, Arachné se serait vantée d'être meilleure que la déesse Athéna. Hélas, elle ne pouvait se douter qu'en disant cela, elle s'adressait en réalité à la déesse elle-même, qui, attirée par sa réputation, s'était déguisée en vieille femme pour voir de ses propres yeux les talents de la mortelle. La déesse révéla alors sa véritable identité et défia la jeune femme dans un ouvrage de broderie. Mais l'œuvre d'Arachné s'avéra parfaite, sans maladresse ni défaut. Blessée dans son orgueil par le talent véritable de la jeune mortelle, Athéna déchira son ouvrage et Arachné, humiliée par la déesse, finit par se pendre. Prise de remords, Athéna voulut offrir une deuxième existence à la jeune femme et la transforma en araignée afin qu'elle puisse tisser son fil pour l'éternité. La force de cette illustration réside dans le contraste entre la part animale de la créature, dotée d'une multitude d'yeux, et des 8 membres de l'araignée, et les traits anthropomorphes et aimables de la jeune fille. Évidemment, on peut voir, si je vous la montre en gros plan, voilà. La force, alors je viens de le dire, cette représentation d'Arachné partage quelques similitudes avec la déesse hindoue Kali. En dehors de leurs aspects terrifiants, notamment du fait qu'elles aient plusieurs paires de bras, elles sont toutes les deux en lien avec la transformation. Kali est la déesse de la destruction et de la transformation, et des fleurs rouges d'Arachné laissent échapper, nous rappellent les fleurs d'hibiscus rouges qui sont offertes à Kali lors du Kali Puja. Alors attendez, et les fleurs rouges qu'Arachné laisse échapper, voilà, c'est celle-là, de sa main. Donc, vous l'aurez compris, Arachné, c'est la carte de la transformation, de l'illusion et de la duplicité. Elle annonce la présence d'une personne égocentrique et manipulatrice dans l'entourage du consultant. En fonction des cartes qui l'entourent, Arachné peut pousser à l'action ou empêcher d'agir, parfois à bon escient. Sinon, on est sur un changement, une métamorphose, un bouleversement pas toujours agréable qui peut être présent en ce moment dans votre vie. Voilà, si vous tirez cette carte par exemple. D'accord? Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. J'ai essayé de la faire facile en essayant de vous parler un petit peu de tout, de me rappeler de ce que j'avais lu aussi, parce que comme je vous ai dit, c'était tellement riche que je me suis dit, j'ai dû en oublier. Par contre, ensuite, eh bien, vous pourriez trier les bâtons. Alors, j'ai combien de rois d'épée là? Parce que non, ça va, j'ai qu'un seul roi d'épée. Après, vous pouvez aller trier dans vos cartes, si vous préférez les valets, enfin les figures des épées ici, ou plutôt de l'autre côté. Et peut-être remplacer, par exemple, le 10 d'épée qui normalement est comme ça. Vous pourriez le remplacer par celle-là, vous voyez. Après, voilà, vous faites un petit peu à votre sauce, on va dire. Hein. Chacun va construire son jeu à soi, à lui. C'est vraiment, c'est ça qui est riche dans ce jeu, c'est qu'on peut vraiment, avec ces deux jeux, se créer son propre jeu quelque part. Faire son jeu à soi, qui va nous parler, qui va nous représenter et qui va nous permettre de vraiment de bien nous connecter pour les interprétations que l'on peut faire. Mais vous aurez compris, c'est pas que des interprétations de divination, mais c'est aussi un beau chemin initiatique que vous allez entreprendre avec ce tarot. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. Merci à tous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas combien fait la vidéo. À mon avis, pas mal de temps, je pense, même si j'ai voulu faire court. Mais en attendant, il fallait que je vous le montre quand même dans sa globalité. Hein. C'était important. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Des bisous.